Dans une ville du désert de l'Arizona, des policiers découvrent un cadavre dans un congélateur. Ils craignent d'avoir affaire à un tueur en série. Une ville près d'une autoroute est le théâtre d'un meurtre brutal commis par un automobiliste de passage. Sans aucune piste, les détectives doivent concentrer leurs efforts sur l'image floue d'une caméra de surveillance. Une jeune mère disparaît de chez elle. Les détectives n'ont que peu d'indices, mais ils en viennent bientôt à croire qu'elle a été victime d'un dangereux prédateur sexuel. L'absence d'indices peut sérieusement ralentir une enquête et parfois même la reléguer aux archives. Mais des mois, des années plus tard, une étincelle permet parfois de réouvrir les dossiers et d'élucider des enquêtes jusqu'ici irrésolues. Le 3 juin 1991, sur l'autoroute de Corona del Mar, des policiers du service de Costa Mesa, en Californie, se rangèrent près d'une voiture abandonnée. Ils enquêtaient sur la disparition de Denise Huber, 23 ans. Elle n'avait pas donné de nouvelles depuis 24 heures, ce qui n'était pas son habitude. La meilleure amie de Denise, qui participait à sa recherche, avait aperçu sa voiture abandonnée sur le bord de l'autoroute. Les détectives examinèrent attentivement le véhicule. Mis à part une crevaison, rien ne semblait avoir été dérangé. Ils recueillirent une paire de bas nylon sur la banquette avant. Denise préférait conduire les jambes nues. Il n'y avait aucune trace de violence. Le détective Ron Smith en conclut que Denise avait peut-être fait une mauvaise rencontre après s'être rangée au bord de la route. Ce qui m'a surpris et inquiété dès le début sur cette scène, c'est qu'il y avait des téléphones d'urgence tout près de sa voiture. Il y avait aussi des cabines téléphoniques et des stations-service ouvertes 24 heures. Denise n'avait pas appelé ses parents ni demandé d'aide à quiconque. Quelque chose n'était pas normal. La dernière personne à avoir vu Denise était le jeune homme avec qui elle était sortie la veille. Elle l'avait reconduit chez lui après un concert. Elle n'était jamais rentrée à la maison. Denise était vive, intelligente. Elle venait tout juste de terminer l'université. Ce n'était pas le genre de jeune fille à faire des fugues ou à disparaître sans appeler ses parents ou leur laisser un message. Sa famille et ses amis commencèrent à faire des recherches dès le lendemain matin. La police de Costa Mesa fit remorquer la voiture, puis commença à son tour les recherches pour la retrouver. On avisa divers services de police au pays. Les détectives suivaient toutes les pistes qui se présentaient à eux. La famille de Denise fit afficher sa photo un peu partout et la fit parvenir aux stations de télévision locales qui la diffusèrent. Les mois s'écoulèrent, puis les années, sans résultat. Les policiers n'avaient cependant pas abandonné l'enquête et effectué des recherches dès qu'ils disposaient d'une piste. 3 ans s'étaient maintenant écoulés et personne ne savait ce qui était arrivé à Denise Huber. Elle semblait s'être volatilisée. Au même moment, à Prescott Valley, dans l'Arizona, à plus de 500 km de distance, le service de police était aux prises lui aussi avec une enquête non résolue. Le 9 juillet 1994, une femme se rendit chez un homme qu'elle avait rencontré dans une braderie pour lui acheter de la peinture. En l'attendant, elle remarqua un camion de location cadenassé et des boîtes de peinture qui jonchaient le terrain autour de la maison.
Elle décida de téléphoner à un de ses amis qui travaillait au bureau du shérif de Yavapai County pour lui demander s'il n'y avait pas un règlement municipal qui interdisait un tel fouillis. Sa description donna à penser à son ami qu'il s'agissait peut-être d'un laboratoire clandestin. Il décida de dépêcher des agents pour y jeter un coup d'œil. Le camion avait des plaques d'immatriculation de la Californie. Il semblait ne pas avoir bougé de là depuis des mois. Des fils électriques en sortaient. Cela ressemblait à un laboratoire clandestin mobile. Les policiers vérifièrent les plaques d'immatriculation et constatèrent que le camion était volé. Munis d'un mandat de perquisition, ils en ouvrirent le haillon arrière avec précaution. À l'intérieur, il y avait un congélateur. Comme les policiers ignoraient ce qu'il contenait, ils se protégèrent les yeux et la bouche. Des sacs de plastique avaient été placés sur le dessus. Au fond du congélateur, on pouvait voir une mare de sang gelé. Les agents retirèrent les sacs. Ils s'attendaient à y trouver la carcasse d'un cerf. Ce fut un choc pour le lieutenant Scott Mesher. Lorsque nous avons ouvert les sacs à ordures, nous avons constaté qu'ils contenaient un humain. La victime avait été menottée dans le dos. Son corps était recouvert de givre. C'était vraiment morbide. Le propriétaire du camion n'était pas encore entré à la maison. Les policiers vérifièrent les plaques d'immatriculation d'un pick-up blanc garé dans l'entrée. Il appartenait à un certain John Joseph Pomelero. Moins d'une heure plus tard, Pomelero et sa mère rentraient à la maison. Pomelero fut mis en détention provisoire pour le vol du camion. Les policiers attendaient des résultats d'analyse du corps découvert dans le congélateur. Madame Pomelero, qui vivait dans la maison voisine, déclara au détective que son fils était peintre en bâtiment et que c'était ce qui expliquait la présence de toutes ces boîtes de peinture. Le camion était garé au même endroit depuis environ 2 mois. Elle ne connaissait pas l'existence du congélateur et encore moins son contenu. Elle se souvenait cependant que le courant avait été coupé chez lui pendant une journée. Il lui avait alors demandé de faire courir un fil de chez elle au camion. Au poste de police, Pomelero était poli mais ne coopérait pas. Il refusa de répondre aux questions et demanda à voir son avocat. Les détectives devraient concentrer leurs efforts sur les indices dont ils disposaient et tenter de faire identifier la victime au plus vite. Pomelero fut accusé d'homicide. Le lendemain, les détectives se rendirent chez lui munis d'un mandat, espérant y trouver des informations sur l'identité de la victime. Comme son cadavre était encore congelé, il n'était pas encore parvenu à déterminer son sexe. Pomelero semblait être le genre d'homme qui ne jette rien. Il y avait un désordre incroyable chez lui. S'il y avait des indices dans cette maison, ils seraient difficiles à trouver. Après plus d'une semaine de recherche, les détectives découvrirent finalement quelques indices intéressants. Le premier était la clé des menottes qu'il y avait sur la victime. Les détectives furent surpris de découvrir 2 uniformes de la police de Los Angeles. Dans le garage, il y avait 2 boîtes sur lesquelles était inscrit le mot Noël. Elles ne contenaient cependant pas de décoration.
Dans l'une d'elles, il y avait des vêtements féminins et un marteau taché de sang et un pied de biche. Il y avait aussi une paire d'escarpins dont l'arrière était complètement usé, comme si celle qui les portait avait été traînée par terre. Et ce n'était pas tout. Nous avons retrouvé plusieurs cartes d'identité de femmes, dont des cartes d'assurance sociale, des permis de conduire et ainsi de suite. C'était plutôt inquiétant. Nous avions peur qu'il y ait d'autres victimes. Les policiers de Yavapai County craignaient que John Pomelero ne soit en fait un tueur en série. Des détectives de l'Arizona qui enquêtaient à propos d'un homicide avaient toutes les raisons de croire qu'il y avait peut-être plus d'une victime. Ils utilisèrent des chiens pour vérifier si John Pomelero avait caché d'autres corps sur sa propriété. Les chiens, formés pour repérer les odeurs de chair en décomposition, alertèrent leur maître à maintes reprises. Les agents fouillèrent le terrain mais ne découvrirent rien. Ils étaient cependant convaincus que leur suspect avait déjà tué auparavant. Ils vérifièrent ensuite les cartes d'identité découvertes dans les boîtes de décoration de Noël. À leur grand soulagement, ils constatèrent que toutes leurs propriétaires étaient encore en vie, sauf une. Il s'agissait de Denise Huber de Costa Mesa, en Californie. Mike Winnie, expert en anthropométrie judiciaire du laboratoire de Yavapai County, prit les empreintes de la victime découvertes dans le congélateur et les compara à celles qui se trouvaient sur le permis de conduire de Denise Huber. Il s'agissait bien d'elle. Pour la police de l'Arizona, ce nom n'évoquait rien. Mais pour le détective Ron Smith de la police de Costa Mesa, c'était le téléphone qu'il attendait depuis 3 ans. Le 16 juillet 1994, le détective Scott Mesher de Yavapai County, le détective Ron Smith de Costa Mesa, ainsi que d'autres policiers se réunirent pour assister à l'autopsie de la victime. La mort avait été causée par un violent coup porté au crâne qui avait provoqué de multiples fractures. Pour identifier l'arme du crime, les experts devraient examiner attentivement le crâne de la victime afin de savoir comment et à quel endroit les coups avaient été portés. Ils firent appel à l'anthropologue légiste Laura Folgenity. Reconstruire un crâne humain ressemble un peu à compléter un puzzle. On a quelque chose comme 50 morceaux et on doit tous les remettre au bon endroit. Folgenity mit 2 jours complets à mettre bout à bout les morceaux du crâne de la victime. Je me souviens très bien que j'étais debout dans cette pièce et que je me disais « Pourquoi est-elle ici? C'est injuste. Ce n'était pas normal qu'elle se trouve là. » La victime avait reçu plus de 35 coups à la tête. Ces blessures avaient fort bien pu être infligées par le marteau et le pied de biche réquisitionnés dans le garage de Pomelero. Afin de le vérifier, le laboratoire procéda à de nouvelles analyses. Des experts examinèrent l'ADN du sang qui se trouvait sur le pied de biche. Il correspondait bien à celui de la victime. C'était donc l'arme du crime. Pour conclure l'enquête, les détectives devaient compléter la reconstitution des événements qui avaient débuté la nuit où la jeune femme avait abandonné sa voiture au bord de la route. Il était primordial pour les 2 services de police, le bureau du shérif de Yavapai et le service de Costa Mesa, de travailler en collaboration pour analyser les indices de Californie et de l'Arizona afin de consolider notre enquête. Le service de police de Costa Mesa se chargea de réunir l'information à propos des activités de Pomelero au moment où il vivait en Californie.
Les agents apprirent qu'il avait déjà étudié à l'Académie des forces policières de Los Angeles. Il avait échoué l'examen préliminaire et avait abandonné après seulement quelques semaines. Il avait conservé ses uniformes que les policiers avaient d'ailleurs vus dans sa maison en Arizona pendant la perquisition. Une information conduisit les détectives à un entrepôt de Laguna Hills, à 20 km de l'endroit où Denise Huber avait abandonné sa voiture. John Pomelero y avait entreposé de la peinture et du matériel, puis en août 1992, soit 13 mois après la disparition de la jeune femme, il avait tout vidé et déménagé. Il était plausible de présumer que Pomelero avait choisi cet endroit pour commettre le meurtre. Les détectives espéraient recueillir des indices qui corroboreraient cette hypothèse. Ils se mirent à la recherche de taches de sang après avoir aspergé l'endroit de luminol. Ce produit chimique qui entre en réaction avec le sang a la propriété de le rendre fluorescent même après plusieurs années. L'entrepôt était immense, mais j'ai insisté pour que chaque centimètre soit aspergé de luminol. Nous en étions à notre dernière bouteille lorsque nous en avons appliqué dans un coin contre le mur. Tout d'un coup, tout s'est illuminé. Nous avions trouvé ce que nous cherchions. Les experts comparèrent le sang recueilli dans l'entrepôt à celui de la victime. C'était le même. L'analyse fournit enfin la preuve tant attendue par le détective Smith de la police de Costa Mesa. L'apport des sciences judiciaires a été primordial. Elles nous ont non seulement permis de démontrer que le meurtre s'était produit en Californie, mais aussi qu'il s'agissait de Denise. Elles nous ont permis de prouver que la victime s'était trouvée à cet endroit. Pomelero ne passa jamais aux aveux, mais les preuves parlaient pour lui. Les enquêteurs étaient parvenus à démontrer le lien qu'il y avait entre l'entrepôt de Californie et la victime en Arizona, et ce lien impliquait directement John Pomelero. La police croit que Denise Huber s'est rangée au bord de l'autoroute à Costa Mesa après avoir constaté qu'elle avait fait une crevaison. Flairant sa proie, John Pomelero s'est approché pour offrir son aide et a enlevé la jeune femme aux petites heures du matin, le 3 juin 1991. Quelques heures plus tard, Pomelero l'a tuée, puis a caché son corps dans un congélateur qu'il a ensuite emmené avec lui en Arizona. Le corps devait être découvert 3 ans plus tard. John Pomelero a été condamné à mort. Il attend son exécution en Californie. Il croyait cacher son crime en gardant le corps avec lui. D'autres meurtriers ne sont pas si calculateurs, même s'ils se révèlent tout aussi difficiles à capturer. Un soir de décembre en 1990, à Ozona, au Texas, Peggy Phillips se demandait ce que pouvait bien faire son mari. Ce dernier était parti fermer leur laverie automatique juste à côté de la maison. Cela faisait bien 20 minutes qu'elle l'attendait. Elle le trouva gisant sur le sol, inconscient et maculé de sang. Les policiers et les ambulanciers arrivèrent à toute vitesse et tentèrent de le réanimer. Peggy déclara qu'il avait sans doute fait une chute et s'était fendu le crâne. Mais les ambulanciers constatèrent immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Dean Phillips avait été battu à mort. Peggy les regarda hisser le corps de son mari dans l'ambulance. Elle ne le reverrait jamais vivant. Dean Phillips mourut aux premières heures du 26 décembre.
Il avait été frappé à maintes reprises à la tête à l'aide d'un objet contondant. Phillips avait sans doute surpris un cambrioleur et il l'avait payé très cher. Les détectives ne découvrirent qu'un indice. Il s'agissait d'une empreinte digitale sur une cassette retrouvée sur le sol. Ils prélevèrent l'empreinte et l'envoyèrent au service de sécurité publique du Texas. Tous les postes de police des petites villes du Texas font appel à ce service lorsqu'ils doivent procéder à des analyses judiciaires. Cette fois-ci, cependant, le service ne parvint pas à leur apporter l'aide escomptée. L'empreinte prélevée sur la cassette n'avait jamais été répertoriée. La nouvelle de la mort de Dean Phillips fit rapidement le tour d'Ozona. Le shérif de Crockett County, Alton Davis, était déterminé à retrouver l'individu qui avait détruit la quiétude de la petite ville. Nous avons une population qui se situe entre 3 et 4 000 habitants. C'est une toute petite ville, tout le monde se connaît. Les gens étaient en état de choc de penser que quelque chose comme ça pouvait arriver ici, à Ozona. Les habitants offrirent leur aide à la police. Un témoin déclara avoir aperçu 2 hommes de la région dont les vêtements étaient tachés de sang le jour du meurtre de Phillips. La police fit émettre un mandat de perquisition et confisqua les vêtements suspects. Lors d'un interrogatoire, les 2 hommes déclarèrent qu'ils étaient braconniers et que le sang provenait d'un cerf qu'ils avaient abattu. Les détectives doutaient de la véracité de leurs déclarations, mais le laboratoire judiciaire confirma que le sang provenait bien d'un cerf. De plus, les empreintes des 2 hommes ne correspondaient pas à celles qui avaient été prélevées sur la cassette. Malheureusement, cette piste prometteuse ne menait nulle part. La caissière d'une station-service au bord d'une autoroute donna à son tour une information intéressante. Un homme était venu 1 heure avant le meurtre et avait demandé à quel endroit se trouvait la laverie automatique la plus proche. Selon la jeune femme, il avait un air hautain. Il avait les cheveux blonds et portait le t-shirt d'une station de radio. Il conduisait un pick-up bleu, mais la porte du côté du passager était verte. Elle avait cru remarquer qu'il y avait un autre passager à l'intérieur. Les détectives espéraient que la caméra de surveillance de la station-service avait capturé son visage. Malheureusement, elle était trop vieille et le visage de l'homme était flou. Le laboratoire judiciaire et le FBI tentèrent d'améliorer la définition de l'image, mais sans succès. Les détectives étaient convaincus qu'il s'agissait du suspect, mais leurs chances de le retrouver étaient minces. Les détectives poursuivaient l'enquête de l'homicide de Dean Phillips. Des témoins avaient déclaré avoir aperçu un pick-up bleu en ville la nuit du meurtre. Certains croyaient même qu'il y avait 2 individus à l'intérieur du véhicule. Tout portait à croire que le meurtrier était un inconnu de passage. Ozona est situé à côté de l'autoroute 10, au milieu de nulle part. C'était la première fois qu'un voyageur en transit assassinait quelqu'un de notre ville. Le meurtrier était maintenant à des kilomètres de distance. Les détectives reçurent alors un appel déterminant. À 300 km à l'ouest d'Ozona, des policiers avaient arrêté un pick-up dont la description correspondait à celle des témoins. Davis se rendit immédiatement sur la scène. Nous avons retrouvé un vieux pick-up GMC de couleur bleue et dont la porte du passager était recouverte d'une peinture d'apprêt foncée. Nous avons photographié le véhicule et nous avons interrogé le conducteur qui était hispanique. Il ne correspondait pas à la description du suspect. Une fois de plus, les policiers étaient dans l'impasse. Ils passèrent leurs indices en revue et décidèrent de visionner à nouveau le film de la caméra de surveillance de la station-service. Les images floues recelaient peut-être des informations qu'ils parviendraient à décoder.
Ils firent appel à Karen Taylor, une dessinatrice qui travaille pour le service judiciaire de la police du Texas. Taylor avait déjà travaillé avec la police d'Ozona sur des enquêtes de personnes portées disparues. Cette dernière est une pionnière dans le domaine judiciaire de la reconstitution d'un visage et peut dresser le portrait d'un suspect à partir de quelques informations seulement. Ma fonction est de réunir les indices d'un crime et de créer une image qui sera ensuite retransmise par les médias. Si nous avons un peu de chance, cette image nous fera obtenir de nouveaux indices qui nous permettront de résoudre l'enquête. La police d'Ozona envoya à Taylor des photos prises à partir du ruban vidéo. Taylor examina les photos en noir et blanc. Elle n'était pas sûre de pouvoir en tirer quelque chose. J'ai regardé les photos pour déterminer les caractéristiques du visage du suspect. La qualité des images était médiocre et il était malheureusement impossible d'en améliorer la définition. J'ai décidé de dresser un portrait à partir de ce dont je disposais. Karen Taylor ignorait cependant si l'image pouvait lui fournir assez d'informations. Puis elle se rappela du témoignage de la caissière de la station-service. La jeune femme s'était adressée au suspect. Peut-être pourrait-elle l'aider à compléter le dessin. À l'aide des photos, j'ai fait un premier croquis qui contenait à peu près 85% des informations. Puis, je l'ai envoyé par télécopieur au témoin et nous nous sommes parlé au téléphone. Elle m'a fait faire des changements. Elle m'a dit que les yeux devaient être plus clairs et le visage plus mince. J'ai tout noté. Nous avons raccroché. Pendant une quinzaine de minutes, j'ai fait les changements qu'elle m'avait demandés, puis je lui ai retourné le croquis. Elle l'a regardé et m'a dit que c'était tout à fait ça. Grâce à son aide par téléphone et au télécopieur, j'ai pu compléter le portrait. La police disposait enfin du portrait robot de l'homme qui avait tué Dean Phillips. Le bureau du shérif de Crockett County prépara un bulletin à distribuer. Le dessin de Karen Taylor fut affiché partout au pays, particulièrement dans les stations radio où quelqu'un pourrait peut-être reconnaître les lettres qui se trouvaient sur le T-shirt du suspect. C'était le dernier espoir des détectives. Malheureusement, il n'y eut pas de suite. L'enquête était bloquée. Le meurtre violent de Dean Phillips semblait ne jamais pouvoir être résolu. Le shérif Alton Davis et son équipe avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Nous avons suivi toutes les pistes et peu à peu les appels ont cessé. Nous n'avions rien pour continuer. Nous n'avions pas d'autre choix que d'attendre d'obtenir de nouveaux renseignements. 5 ans plus tard, Peggy Phillips était toujours déterminée à découvrir qui avait tué son mari. Elle téléphona au producteur d'une série télévisée policière et lui demanda de faire un reportage à ce sujet. En août 1996, près de 5 ans et demi après la mort de Phillips, l'histoire de son meurtre fut diffusée. On y montra le portrait robot qu'avait dressé Karen Taylor. C'est alors que le téléphone recommença à sonner. Des téléspectateurs téléphonèrent de partout aux États-Unis. C'est le policier Jerry Byrne qui menait cette enquête. Un des appels le mit sur la piste d'un certain Paul Wesley Taylor, un prisonnier de la prison à sécurité minimum de Draper dans l'Utah. Byrne téléphona à la prison et demanda que lui soit envoyé le dossier de Taylor ainsi qu'une photo. Dès qu'il la vit, Byrne sut qu'ils avaient enfin mis la main au collet du suspect. La photographie de Paul Wesley Taylor était pratiquement identique au portrait robot que nous avions fait faire en 1991. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Byrne envoya le dossier de Taylor ainsi que ses empreintes digitales au laboratoire judiciaire. Les empreintes correspondaient à celles qui avaient été prélevées sur la caissette de la laverie automatique.
Après toutes ces années de stagnation, l'enquête allait enfin progresser. Les détectives se mirent à la recherche de nouveaux liens entre le suspect et la victime. Ils découvrirent que Taylor portait le t-shirt de la station de radio où son frère travaillait. Aucun doute n'était possible. Paul Wesley Taylor était impliqué dans la mort de Dean Phillips. Maintenant, il faudrait déterminer l'identité du passager qui l'accompagnait. Selon le dossier criminel de Taylor, sa petite amie se trouvait avec lui lors de son arrestation en Géorgie. La police locale localisa la jeune femme. Ses réponses permirent de compléter l'enquête. Selon elle, il voyageait au Texas en décembre 1990. Taylor avait arrêté son véhicule et était entré dans la laverie automatique. Elle l'avait vu en train de se battre, puis il était remonté dans le véhicule. Son t-shirt était taché de sang. Elle ignorait cependant qu'il avait tué quelqu'un. Elle conduisit les détectives à un terrain vague où Taylor s'était débarrassé de ses vêtements et d'une caissette volée. La police disposait d'un témoin qui déclarait que Taylor s'était bien trouvé dans la laverie au moment du meurtre. Paul Wesley Taylor fut transféré à la prison du Texas. Le 15 septembre 1998, soit près de 8 ans après le drame, ce dernier plaida coupable du meurtre de Dean Phillips. Le 21, il fut condamné à la prison à perpétuité. La dessinatrice Karen Taylor était parvenue à rendre nette une image floue et ainsi à faire arrêter un tueur sans scrupules. Lorsque les téléspectateurs ont aperçu cette image, ils savaient qu'il s'agissait de Paul Wesley Taylor. Cette photo, ainsi que le portrait robot qui en a été tiré, ont permis de résoudre l'enquête. Les détectives croient que Paul Wesley Taylor était sur l'autoroute et qu'il avait eu besoin d'essence et de nourriture. Comme il était à court d'argent, il avait décidé de cambrioler la laverie automatique après sa fermeture. Dean Phillips s'était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Certaines victimes semblent parfois traquées par le destin. Le 16 août 1989, Joe Gilbreth rentrait du travail à Villa Nao, en Géorgie. Il s'apprêtait à passer la soirée en compagnie de sa femme Nikia et de leur petite fille Amber. La voiture de sa femme n'était pas là. C'était étrange, car d'habitude, Nikia était à la maison à cette heure-là, en train de préparer le repas. Lorsqu'il entra dans la maison, son inquiétude grandit. Nikia n'avait pas l'habitude de laisser Amber en pyjama toute la journée, et encore moins de la laisser seule dans la maison. Les portes n'étaient pas verrouillées et ne semblaient pas avoir été forcées d'aucune manière. Joe téléphona à des membres de la famille de Nikia, mais personne n'avait eu de ses nouvelles. Il alerta immédiatement la police. Le bureau du shérif de Walker County dépêcha des détectives chez lui. C'est alors que la mère de Nikia et Joe remarquèrent que 3 choses manquaient. Le fil bleu du téléphone avait été arraché du mur. Le couvre-lit ainsi que tous les sous-vêtements de Nikia avaient disparu. Pour le détective Pat Bedford, il était évident que quelque chose de grave était arrivé à Nikia Gilbreth. Ma première impression a été que quelqu'un l'avait forcée à quitter la résidence. Lorsque nous avons constaté que tous ses sous-vêtements avaient disparu, nous savions qu'il s'agissait d'un crime grave.
Joe Gilbreth déclara à la police que la journée avait commencé comme d'habitude. Le réveil avait sonné à 5h30. Comme d'habitude, Joe s'était levé et s'était préparé pour le travail. Nikia avait dû retourner se coucher et la maison était redevenue silencieuse. Joe et la petite Amber étaient les dernières personnes à avoir vu Nikia. La police fit poster une voiture de patrouille devant la maison au cas où elle rentrerait. Malheureusement, cela ne se produisit pas. La mère de Nikia retrouva alors la voiture de sa fille abandonnée dans un chemin de forêt à 1 kilomètre au nord de la maison. Les détectives espéraient découvrir des indices qui leur permettraient de la retrouver. Des experts prélevèrent des empreintes digitales. L'analyse révéla qu'elles appartenaient toutes à des membres de la famille Gilbreth. On avait également remarqué des empreintes de pneus près de la voiture de Nikia. Ces marques étaient révélatrices, mais malheureusement, elles étaient trop légères pour être photographiées ou moulées. La mère de Nikia remarqua que la douillette du bébé que sa fille gardait toujours sur le siège arrière n'était plus là. Puis tout s'arrêtait. Il n'y avait aucun autre indice. La famille espérait encore que Nikia rentrerait saine et sauve. Les détectives étaient quant à eux pessimistes. Ils ne disposaient d'aucun suspect ou indice, mais ils étaient convaincus qu'elle avait été victime d'un meurtre. Joe accepta de se soumettre au test du détecteur de mensonges et le réussit. Il n'avait pas menti en déclarant ne pas être impliqué dans sa disparition. Tout ce dont les policiers disposaient, c'était une voiture abandonnée. Il n'y avait aucune trace de Nikia, ni des affaires qui avaient disparu de chez elle. 2 jours plus tard, un garçon qui ramassait des canettes vides le long d'une autoroute fit une découverte macabre. La victime était une femme de couleur blanche, de la même taille que Nikia. De plus, elle portait des bijoux et des vêtements qui correspondaient à la description qu'en avait donnée Joe. Une analyse dentaire confirma les craintes des détectives. L'autopsie révéla que Nikia était morte par suffocation. Il y avait également des marques sur ses poignets et ses chevilles, marques qui avaient pu avoir été faites par un fil de téléphone. Il n'y avait cependant aucun autre indice, ni cheveux, fibres ou empreintes digitales qui auraient pu permettre aux policiers de poursuivre l'enquête. Puis, 4 mois après la disparition de Nikia Gilbreth, les détectives apprirent qu'une femme dans le comté voisin de Gordon avait été enlevée de la même façon. Un homme était entré chez elle alors que son bébé dormait. Pendant 14 heures, il l'avait obligée à revêtir sa lingerie. Il l'avait violée à maintes reprises, puis l'avait reconduite chez elle. Les policiers tentaient d'identifier son ravisseur lorsque l'enquête prit soudain une tournure inattendue. L'enquête du meurtre de Nikia Gilbreth avait conduit les détectives à se pencher sur un cas qui présentait quelques similitudes. Le lien était ténu, mais c'était tout ce dont ils disposaient. 2 jours après le viol, le père de la jeune femme alerta les policiers après avoir aperçu un homme à l'allure étrange déposer un sapin de Noël devant la maison de sa fille. Les détectives vérifièrent le numéro d'immatriculation du véhicule de l'homme. Il s'appelait James Ray Ward. Il travaillait pour une entreprise de forage de puits. La jeune femme reconnut immédiatement Ward à partir de photos judiciaires. Elle déclara que le jour de l'enlèvement, elle avait dit à son assaillant qu'elle n'avait pas eu le temps d'aller chercher un sapin de Noël pour son enfant. Ward fut immédiatement mis en détention provisoire. Il plaida coupable de viol et fut condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Peu de temps avant son arrestation, les détectives avaient enquêté sur son passé
et constaté qu'il avait été engagé pour creuser un puits chez les Gilbreth 1 an plus tôt. Il était retourné vérifier son travail en juillet 1989, soit 1 mois avant le meurtre de Nikia. Son employeur avait pourtant déclaré qu'il n'envoyait jamais ses hommes vérifier leur travail. Ward avait agi de son propre chef. Il y avait tellement de ressemblances entre l'enlèvement de la victime du viol et celui de Nikia Gilbreth que les policiers décidèrent d'y voir d'un peu plus près. Des agents fouillèrent la maison où Ward vivait avec sa femme et ses enfants. Ils y découvrirent une cage de sous-vêtements féminins qui n'appartenait pas à sa femme. Ils découvrirent également un reçu pour le forage d'un puits chez les Gilbreth. Ce reçu contenait d'autres informations importantes. Il y avait l'itinéraire, le nom de la route et le kilométrage pour se rendre à la résidence des Gilbreth. Il y décrivait également la victime, en plus d'indiquer l'âge de sa fillette. C'était le lien direct dont nous avions besoin entre la victime et le suspect. Les détectives découvrirent également des objets qui avaient disparu de la maison des Gilbreth. Il s'agissait d'une culotte de bikini, de la douillette du bébé, ainsi qu'un fil de téléphone bleu. Afin d'obtenir la peine maximale, les détectives espéraient prouver qu'il y avait eu préméditation. Ils obtinrent la copie d'une déclaration écrite par Ward dans laquelle il avouait avoir enlevé puis violé la jeune femme de Gordon County. Peut-être pourrait-il comparer les 2 échantillons d'écriture. Ils firent appel à la spécialiste Karen Scott. Pour comparer une écriture, je commence par mettre les 2 échantillons côte à côte. J'examine les caractéristiques de l'un et cherche les mêmes sur le second échantillon. Je compare par exemple la forme des lettres et l'espacement. Après avoir comparé l'échantillon témoin de l'écriture de Ward au reçu, Karen Scott était formelle. La même personne avait rédigé les 2 documents. Les spécialistes examinèrent ensuite le couvre-lit, la douillette du bébé, ainsi que la culotte du maillot de bain réquisitionnée chez les Ward. La mère de Nikia apporta à la police la partie manquante du bikini qu'elle avait trouvé chez sa fille. Il faudrait prouver, hors de tout doute, que le haut du bikini et le bas provenaient du même ensemble. Pour ce faire, les 2 morceaux furent envoyés au laboratoire afin d'en examiner l'usure. Les experts conclurent que les 2 pièces provenaient bien du même ensemble. Ce bikini appartenait à Nikia Gilbreth. Il était maintenant temps d'analyser le couvre-lit et la douillette du bébé. Avant même de les examiner au microscope, l'analyste Terry Santamaria savait qu'ils étaient très importants. On ne vend pas dans le commerce de tels couvre-lits avec un drap cousu en dessous. Quelqu'un l'avait arrangé ainsi. J'ai ensuite examiné de plus près la douillette du bébé. Il était évident qu'elle avait été faite à la main. Terry Santamaria téléphona au détective Pat Bedford. Les 2 objets étaient absolument uniques. Ils prouvaient hors de tout doute que le suspect s'était trouvé dans la maison de la victime. L'enquête était enfin terminée. Lors du procès de Ward, la mère de Nikia déclara que c'était elle qui avait cousu le drap sous le couvre-lit pour en faire une doublure. C'était également elle qui avait fabriqué la douillette pour sa petite fille. La seule façon pour Ward de se procurer ces objets était qu'il ait eu accès à la maison des Gilbreth et à l'auto de Nikia. Ward ne passa jamais aux aveux. Mais grâce aux indices, les policiers étaient parvenus à reconstituer le meurtre. Au matin du 17 août, Ward avait attendu que Joe Gilbreth parte travailler. Il était ensuite entré dans la maison
et avait enlevé Nikia. Je crois qu'il a arraché le fil du téléphone du mur, qu'il l'a attaché, l'a enveloppé dans le couvre-lit, puis, en sortant, il a saisi les sous-vêtements comme s'il s'agissait d'un trophée. Ward était un prédateur méticuleux et organisé, à l'esprit pervers. Les détectives croient qu'il s'imaginait que les femmes qu'il attaquait l'aimaient. C'est pourquoi il était revenu déposer un sapin de Noël devant la porte d'une de ses victimes. Il fut jugé coupable de meurtre. En juillet 1991, après avoir délibéré pendant 3 heures, le jury le condamna à mort pour le meurtre de Nikia Gilbreth. Lorsque les policiers n'ont plus de pistes et que l'enquête est bloquée, cela ne signifie pas forcément qu'ils doivent la laisser tomber. Lors d'un homicide, les détectives disposent de tout un arsenal de techniques judiciaires et de tout le temps requis pour retrouver et faire condamner le meurtrier.